Dérigny était un soir près du général, quelques jours s'étaient passés depuis l'arrivée de Madame Papovski, et tout avait marché le plus doucement du monde. Le général se frottait les mains et riait, il méditait certainement une malice. « Dérigny, mon ami, dit-il d'un air joyeux, je vous ai préparé de l'ouvrage. » Dérigny. Tant que vous voudrez, mon général, mon temps est tout à vous, et je ne saurais l'employer plus agréablement qu'à vous servir. Le général. Toujours le même. Toujours dévoué. C'est que, voyez-vous, mon ami, j'attends du monde sous peu de jours, et il me faudra des lits à la française, des toilettes et un ameublement complet, et vous seul pouvez le faire. Dérigny. Je suis prêt, mon général. Que faut-il avoir? Pour combien de personnes? Le général. Une femme, une jeune personne et 2 garçons de 10 et 12 ans. Dérigny. Combien de jours, mon général, me donnez-vous pour tout préparer? Le général. 15 jours et autant de monde que vous en demanderez. Dérigny. Ce sera fait, mon général. Le général. Bravo. Admirable. Ne ménagez rien. Que ce soit mieux que chez la Papovski. Dérigny. Mon général, pourrais-je aller à la ville acheter ce qu'il me faudra en vaisselle, meubles, etc. Le général. Allez où vous voudrez, achetez ce que vous voudrez, je vous donne carte blanche. Dérigny. Quelles sont les chambres qu'il faut arranger, mon général? Le général. Les plus belles? Celles qui étaient si abîmées et que j'ai fait remettre à neuf sous votre direction. Et vous ne me demandez pas pourquoi je vous donne tant de mal. Dérigny. Je ne me permettrai pas une pareille indiscrétion, mon général. Le général. C'est pour ma nièce. Madame Papovski, s'écria Dérigny en faisant un saut en arrière. Le général, riant aux éclats. Vous voilà. C'est ça que j'attendais. Le coup de théâtre, les yeux écarquillés, le saut en arrière, la bouche ouverte. Ah! Est-il étonné? Eh bien, non, mon ami, je ne vous ferai pas la malice de vous faire travailler pour cette nièce méchante, hypocrite et rusée. N'allez pas lui redire ça, au moins. Dérigny, riant. Il n'y a pas de danger, mon général. Le général. Bon? C'est pour mon autre nièce, Natalia, qui était bonne et aimante quand je l'ai quittée il y a 10 ans, et qui est encore, d'après le mal que m'en a dit Maria Petrovna, le très rare mais vrai type russe. Ces enfants doivent être excellents, je leur ai écrit à tous d'arriver. Et nous allons avoir une entrevue charmante entre les 2 sœurs, la Papovski sera furieuse. Elle ne sait rien. Arrangez-vous pour qu'elle ne devine rien. Faites travailler dans le village et profitez des heures où elle sera sortie pour faire apporter les lits et les meubles dans le bel appartement. J'irai voir tout ça, mais en cachette. La bonne idée que j'ai eue là, ah! La bonne farce pour la Papovski. Dérigny et sa femme se mirent à l'œuvre dès le lendemain. Dérigny alla à Smolensk acheter ce qui lui était nécessaire. Les menuisiers, les serruriers, les ouvriers de toute espèce furent mis à sa disposition. On fabriqua des lits, des commodes, des tables, des fauteuils, des toilettes. Dérigny et sa femme remplacèrent les tapissiers qui manquaient. Le général allait et venait, distribuait des gratifications et de l'eau-de-vie, encourageait et approuvait tout. Les paysans travaillaient de leur mieux, et bénissaient le français qui leur valait la bonne humeur et les dons généreux de leur maître. Avant les 15 jours, tout était terminé, les meubles mis en place, les fenêtres et les lits garnis de rideaux, quand le général alla visiter l'appartement destiné à Madame Dabrovine, il témoigna une joie d'enfant, admirant tout, l'élégance des draperies, le joli et le brillant des meubles, la beauté des sièges. Il s'assit dans chaque fauteuil, examina tous les objets de toilette, se frotta les mains, donna une poignée d'assignats à Vassili et aux ouvriers, et, se tournant vers Dérigny et sa femme. Quant à vous, mes amis, ce n'est pas avec de l'or que je reconnais votre zèle, votre activité, votre talent, ce serait vous faire injure. Non, c'est avec mon cœur que je vous récompense, avec mon amitié, mon estime et ma reconnaissance. C'est que vous avez fait là un vrai tour de force, un coup de maître. Merci, 1000 fois merci, mes bons amis. Le général leur serra les mains. Ah! Maria Petrovna. Vous allez être punie de votre méchanceté. Grâce à mes bons Dérigny, vous allez avoir une colère furieuse. Et d'autant plus terrible que vous n'oserez pas me la montrer. Quand donc ma petite Dabrovine arrivera-t-elle avec sa Natacha et ses 2 garçons? Je donnerai 10 000, 20 000 roubles pour qu'elle arrivât aujourd'hui même.
Le général quitta l'appartement presque en courant pour aller voir s'il ne voyait rien venir. D'Erigny et sa femme étaient heureux de la joie du bon et malicieux général et peut-être partageait-il un peu la satisfaction qu'il laissait éclater de la colère présumée de Madame Papovski. Jacques et Paul, présents à cette scène, riaient et sautaient. Ils avaient habilement évité les prévenances hypocrites des petits Papovski et avaient réussi à ne pas jouer une seule fois avec eux. Quand ils les rencontraient, soit dans la maison, soit dehors, ils feignaient d'être pressés de rejoindre leurs parents, qui les attendaient, disaient-ils, et, quand les petits Papovski insistaient, ils s'échappaient en courant avec une telle vitesse que leurs poursuivants ne pouvaient jamais les atteindre. Lorsque Jacques et Paul voulaient prendre leur leçon et s'occuper tranquillement, ils s'enfermaient à double tour dans leur chambre avec Madame d'Erigny, et tous riaient sous cape quand ils entendaient appeler, frapper à la porte. Madame Papovski profitait de toutes les occasions pour témoigner son amitié, son admiration aux excellents Français de son bon oncle. Malgré la politesse respectueuse des d'Erigny, elle se sentait démasquée et repoussée. La conduite de son oncle l'inquiétait, il l'évitait souvent, ne la recherchait jamais, lui lançait des mots piquants, moitié plaisants, moitié sérieux, qu'elle ne savait comment prendre. 2 ou 3 fois elle avait essayé de l'attendrissement, des pleurs, le général l'avait chaque fois quitté brusquement et n'avait pas reparu de la journée, alors elle changea de manière et prit en plaisantant les attaques les plus directes et les plus blessantes. Quelquefois, le général était pris d'accès de gaieté folle, il plaignait sa nièce de la vie ennuyeuse qu'il lui faisait mener, il lui promettait du monde, des distractions, et alors sa gaieté redoublait, il riait, il se frottait les mains, il se promenait en long et en large, et dans sa joie il courait presque. Le jour même, où le général avait témoigné si ardemment le désir de voir arriver sa nièce d'Abrovine, et où il était allé bien loin, sur la grande route, espérant la voir venir, il aperçut un nuage de poussière qui annonçait un équipage. Il s'arrêta, haletant et joyeux, le nuage approchait, bientôt, il put distinguer une voiture attelée de 2 chevaux, arrivant au grand trot. Quand la voiture fut assez près pour que ses signaux fussent aperçus, il agita son mouchoir, sa canne, son chapeau, pour faire signe au cocher d'arrêter. Le cocher retint ses chevaux. Le général s'approcha de la portière, et vit une femme encore jeune et charmante, en grand deuil. Près d'elle était une jeune personne d'une beauté remarquable, en face, 2 jeunes garçons. Sur le siège, près du cocher, était une personne qui avait l'apparence d'une femme de chambre. Nathalie. Ma nièce, dit le général en ouvrant la portière. Mon oncle. C'est vous, répondit Madame d'Abrovine, car c'était bien elle, en s'élançant hors de la voiture et en se jetant au cou du général. Oh. Mon oncle. Mon bon oncle. Quel terrible malheur depuis que je ne vous ai vu. Mon pauvre Dmitri, mon excellent mari. Tué à Sébastopol. Madame d'Abrovine s'appuya en sanglotant sur l'épaule de son oncle. Le général, ému de cette douleur si vive et si vraie, la serra dans ses bras et s'attendrit avec elle. Le général. Ma pauvre enfant. Ma chère Nathalie. Pleure, mon enfant, pleure dans les bras de ton oncle, qui sera ton père, ton ami. Pauvre petite. Tu as bien souffert. Madame d'Abrovine. Et je souffrirai toujours, mon cher oncle. Comment oublierai-je un mari si bon, si tendre? Et mes pauvres enfants. Ils pleurent aussi leur excellent père, leur meilleur ami. Mon chagrin augmente le leur et les désespère. Le général. Laisse-moi embrasser les enfants, ma chère Nathalie, ils m'ont oublié, mais moi j'ai pensé bien souvent à vous tous. Madame d'Abrovine. Descends, Natacha, et vous aussi, Alexandre et Michel. Votre oncle veut vous embrasser. Natacha s'élança de la berline et embrassa tendrement son vieil oncle, qu'elle n'avait pas oublié, malgré sa longue absence. Laisse-moi te regarder, ma petite Natacha, dit le général après l'avoir embrassée à plusieurs reprises. Le portrait de ta mère. Comme si je la voyais à ton âge. Ma chère enfant. Tu aimeras encore ton vieux gros-oncle? Tu l'aimais bien quand tu étais petite. Je l'aime encore et je l'aimerai toujours, répondit Natacha avec un affectueux sourire. Surtout, ajouta-t-elle tout bas, si vous pouvez consoler un peu pauvre maman, qui est si malheureuse. Je ferai ce que je pourrai, mon enfant. Et les autres, je veux aussi leur donner le baiser paternel. Alexandre et Michel se laissèrent embrasser par le général. Le général. Y a-t-il de la place pour moi, mes enfants, dans votre voiture? Natacha. Certainement, mon oncle, je me mettrai en face de vous avec Alexandre et Michel et vous serez près de maman.
Le général fit monter en voiture sa nièce Dabrovine, malgré une légère résistance, car elle aurait voulu faire monter son oncle le premier. À toi, Natacha, maintenant, monte. Appuie-toi sur mon bras. Natacha. Non, mon oncle, je me mettrai en face de vous quand vous serez placé. Comme tu voudras, mon enfant. Oup. Je monte. Et le général se hissa péniblement. Natacha sauta légèrement et prit place en face de son oncle. Pour la première fois depuis 2 ans, un sourire vint animer le visage doux et triste de Madame Dabrovine. Ce sourire fut aperçu par Natacha, qui dans sa joie serra les mains de son oncle en lui disant à l'oreille. Elle sourit. L'oncle sourit aussi et regarda avec tendresse sa nièce et sa petite-nièce. Il se pencha à la portière, et cria au cocher d'aller aussi vite que le permettrait la fatigue de ses chevaux. Le général adressa une foule de questions à sa nièce et aux enfants, et découvrit, malgré l'intention visible de sa nièce de le lui dissimuler, qu'ils étaient pauvres, et que c'était par nécessité qu'ils vivaient toujours à la campagne, aussi retirés que le permettait leur nombreux voisinage. Nous arrivons, dit le général, voici mon gros Miline, c'est là que je vous ai vu pour la dernière fois. Madame Dabrovine. Et c'est là que j'ai été longtemps heureuse près de vous avec mon pauvre Dmitri, mon cher oncle. Le général. Et c'est là, je l'espère, mon enfant, que tu vivras désormais. Tu y seras comme chez toi, et je veux que tu y jouisses de la même autorité que moi-même. Madame Dabrovine. Je n'abuserai pas de votre permission, mon bon oncle. Le général. J'en suis bien sûr, et c'est pourquoi je te la donne, mais tu en useras, je le veux. Et. Pas de réplique. Tu te souviens que je suis méchant quand on me résiste. Madame Dabrovine se pencha en souriant vers son oncle et lui baisa la main. Les yeux de Natacha brillèrent. Sa mère avait encore souri.